Tu te sens stressé, tu as l'impression de ne pas avoir le temps, que tout ne rentrera pas dans ta journée, alors fais une pause. Je sais, ça paraît contre-intuitif. Et pourtant, c'est ce que l'une de mes élèves a fait. Elle jonglait avec 3 emplois à mi-temps. Et en plus de ça, elle a participé à un stage de méditation sur 6 semaines où chaque jour, il y avait des pratiques de 10 à 20 minutes minimum à ajouter. À la fin de ces 6 semaines, elle me disait avoir gagné en temps, en efficacité et en sérénité, pas perdu du temps, mais gagné. Nous allons voir pourquoi. Et il va notamment falloir changer notre regard sur le stress, parce que le stress n'est pas notre ennemi. Malgré les dizaines de vidéos extrêmement anxiogènes, on a vu l'anxiété dans une précédente vidéo sur le stress, il peut devenir notre allié. Et pour cela, notre regard sur le stress est déterminant. Je suis professeure de yoga et l'idée de cette chaîne est de partager avec vous des connaissances et des pratiques qui m'aident au quotidien. Et si vous souhaitez un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire en description. On l'a vu, j'ai fait une précédente vidéo sur l'anxiété et il est important de distinguer anxiété et stress, même si souvent ils peuvent s'entremêler, voire se nourrir. Bien sûr, ce n'est pas pour accroître notre culture G qu'on va prendre cette distinction, mais bien parce qu'elle peut nous aider à mieux agir selon qu'on est plutôt dans l'un ou dans l'autre. Le stress est une réponse à une contrainte de l'environnement qui exige que nous nous adaptions. Donc ça peut être un stress physique lié à un effort, à l'activation musculaire, ou ça peut être un stress psychologique. Il est par nature réactionnel et temporaire. Lorsque le stimulus disparaît, la réaction s'éteint. L'anxiété est une peur orientée vers l'avenir. Elle est liée à l'incertitude. Elle n'a pas besoin que le stimulus soit présent. Elle anticipe une menace possible, diffuse et parfois sans objet réel. Le stress réagit à ce qui est là, l'anxiété se projette vers ce qui pourrait être. Le stress et l'anxiété se confondent parce qu'ils partagent les mêmes voies physiologiques. Réaction hormonale, du système nerveux et même les sensations dans le corps face à l'un ou à l'autre peuvent être similaires. Mais aussi parce qu'un stress prolongé non résolu génère souvent de l'anxiété. Donc les distinguer va permettre d'agir de manière plus juste avec chacun d'entre eux. Aujourd'hui, restons concentrés sur le stress et sur une idée qui va peut-être vous surprendre. Dès le départ, Hans Selye, qui est celui qui a formalisé la notion de stress dans les années 50, a distingué le stress, L', de la détresse. Deux formes d'états qui sont générés et liés au stress. Alors cette nuance, encore une fois, on ne fait pas de la culture G, on essaye d'aller à chaque fois vers des choses utiles. C'est vraiment l'idée dans ces vidéos. Le stress, L', est intéressant parce qu'il est activateur. Il améliore la concentration, la réactivité, la performance, mais aussi la mémoire. C'est ce qui se passe lors d'un effort physique, lors d'un défi stimulant ou face à une échéance qui nous pousse à nous dépasser. Le cerveau libère alors non seulement le cortisol, mais aussi la DHEA, une hormone qui a un effet neuroprotecteur et qui en plus va favoriser l'apprentissage. Il a une action sur la mémoire. En gros, ce ratio cortisol-DHEA est un indicateur de croissance, pas de dégradation de notre organisme. Donc on le voit, activation qui va enclencher des mécanismes favorables. Alors là, parlons un instant de l'allostasie. C'est cette capacité extraordinaire qu'a justement notre corps de s'adapter en permanence à ce qui se passe dans notre environnement. Alors évidemment, on le sait tous très bien, il arrive que face à quelque chose de vraiment trop violent ou alors à tout un tas de tâches qui sont chacune prises séparément à notre portée, mais qui, lorsqu'elles se cumulent, vont mettre à mal notre capacité d'adaptation, alors là, nous n'avons pas le temps de récupérer. Et peu à peu, effectivement, le stress va alors nous épuiser.
Nous ne nous adaptons plus, nous nous sentons dépassés, nous avons l'impression de perdre le contrôle sur notre vie. Le problème ici n'est pas le stress en soi, mais plutôt l'accumulation sans récupération possible. Et c'est ça qui épuise progressivement notre capacité de régulation. Ce mécanisme n'est pas une fatalité et c'est ce que nous allons voir maintenant. Qu'est-ce qui fait que votre corps, à un moment donné, n'est plus en mesure de s'adapter, de récupérer, que vous vous retrouvez en dehors de vos limites? Tout d'abord, il y a un facteur essentiel. Face à un grand nombre de tâches à réaliser, nous en arrivons à nous dire « je n'y arriverai pas, je n'ai pas le temps, c'est impossible de réussir à tout faire » et peu à peu s'installe un sentiment de perte de contrôle. Je suis totalement débordée, c'est impossible. Et toutes les tâches surgissent les unes après les autres dans votre esprit. Je dois finir de rédiger tel script, tel rapport, je dois aussi rappeler telle personne, ne pas oublier de faire ce bilan médical. Ah oui, et le cadeau de comment vais-je faire, où vais-je trouver le temps de le trouver et qu'est-ce que je vais lui offrir d'ailleurs, etc. Et en fait, tout s'en mêle. Et nous entrons dans un sentiment de perte de contrôle total qui va alimenter une dispersion de notre attention. Et cette dispersion va elle-même alimenter peu à peu notre stress. Nous tentons alors de tout faire en même temps. Nous passons d'une tâche à l'autre sans rien finir tant qu'à faire. Et finalement, nous finissons par avoir l'impression que tout est urgent et que rien n'avance. Et cet état de dispersion, on l'a vu, est lui-même un facteur de stress. Le simple fait de regarder notre to-do list va générer une tension phénoménale, exactement la même que nous évoquions dans la vidéo sur l'anxiété. Les mêmes circuits que ceux qui s'enclenchent lorsque nous percevons un danger imminent. Et vous voyez, hein, la roue du hamster qui se met en route. Nous avons beaucoup de tâches à réaliser, nous nous dispersons. Cela va accroître notre perception de danger, de perte de contrôle et le stress va être nourri. Vous voyez la boucle dans laquelle nous nous plaçons. Le sentiment que nous nourrissons par rapport à cette situation est extrêmement important. Deux personnes face à la même charge de travail, par exemple, peuvent réagir de manière totalement différente. L'une d'entre elles va peut-être réussir à s'adapter alors que l'autre va se sentir totalement débordée, dépassée. Et les réponses physiologiques sont alors totalement différentes. Alors, nous l'avons vu, hein, que nous sommes face à des tâches qui, prises séparément les unes des autres, sont parfaitement réalisables. Par rapport à ce sentiment, je rencontre souvent une représentation qui coûte beaucoup d'énergie. Il s'agit de la confusion entre urgence et priorité. L'urgence, la vraie, concerne les situations vitales. Au travail, dans notre vie quotidienne, les réelles situations d'urgence sont assez rares. Évidemment, je ne parle pas des pompiers ou des personnes qui travaillent sur des lignes à haute tension. Dans la vie courante, nous sommes plutôt face à des tâches prioritaires qu'à des tâches urgentes. Ça demande de l'attention, de l'organisation, alors qu'une urgence doit déclencher une réaction immédiate pour nous permettre de rester en vie. Lorsque nous traitons chaque priorité professionnelle comme une urgence, nous maintenons notre système nerveux dans un état d'alerte. Recalibrer cette représentation va changer quelque chose dans notre corps. Simplement en se posant la question, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une urgence ou est-ce seulement une tâche prioritaire? Et là, vous avez déjà fait un premier pas pour reprendre le contrôle. Nous allons maintenant préciser cela. Une précision me semble vraiment nécessaire, même si ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Les pratiques et tout ce que j'évoque ici sont à mettre en place dans le cas d'un stress réactionnel d'adaptation. Si vous êtes face à une situation objectivement dysfonctionnelle, donc une charge de travail systématiquement excessive, un management toxique, des conditions de vie insupportables,
où s'adapter ne suffit pas et ne devrait pas suffire. Dans ce cas, la première question n'est pas intérieure, c'est la situation elle-même qui doit changer. Changer le regard serait alors au mieux insuffisant, au pire une injonction à s'adapter à l'inacceptable. Et ce n'est évidemment pas l'objectif des pratiques que je vous propose ici. Comment reprendre le contrôle? Comment agir et retrouver notre efficacité plutôt que de nourrir notre épuisement? La première chose sur laquelle je travaille avec les personnes que j'accompagne est la concentration. Vraiment au sens propre du thème, rassembler ce qui est dispersé. Une tâche à la fois. Parce que le cerveau n'est pas fait pour le multitâche. Ce qu'on appelle le multitâche est en réalité une alternance rapide d'attention. Et chaque alternance a un coût cognitif et physiologique. Réduire cette alternance, c'est réduire la charge. La deuxième chose, c'est la hiérarchisation. Nous avons déjà évoqué la distinction entre urgence et priorité. Maintenant, il va s'agir de dessiner une stratégie d'organisation entre plusieurs actions prioritaires à mener. Pour ma part, je reviens souvent à des questions extrêmement simples. Qu'est-ce qui compte maintenant? Qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Inutile de penser à une tâche que nous ne pouvons pas réaliser parce que nous ne sommes ni dans le bon lieu ni dans le bon temps pour le faire. Sauf si, bien sûr, une tâche que nous devrons réaliser ailleurs ou dans un autre temps requiert un temps de préparation préalable. Dans ce cas, nous l'intégrerons avant, évidemment. Qu'est-ce qui doit être fait maintenant? Qu'est-ce qui peut attendre? Et cette clarification va nous aider. Elle va peu à peu réduire le sentiment de perte de contrôle et par là même le stress lorsqu'il est excessif. Et une fois que c'est fait, il va être absolument nécessaire de se concentrer sur la tâche que nous avons définie comme étant prioritaire et uniquement sur celle-ci. Et c'est là que la méditation entre en jeu. Non pas comme une pratique de relaxation, mais bien comme une pratique de recalibrage de notre attention. Revenir à ce qui est là, maintenant, à ce sur quoi nous pouvons agir, une seule chose à la fois et garder cette concentration. Dans les Yoga Sutras, Dharana et la concentration, c'est la base de la méditation. La méditation ne prend pas du temps, elle nous le rend. Et c'est vraiment ce qu'illustre l'exemple de mon élève qui devait gérer 3 emplois à mi-temps en même temps. Avec ces 3 emplois, elle n'a pas trouvé du temps en faisant plus, elle en a trouvé en faisant autrement. Le stress est encore là. Et il est même nécessaire dans ce cas parce que, au lieu de nous disperser, nous allons profiter du surplus d'attention qu'il rend possible grâce à l'activation du corps pour justement pouvoir réaliser l'ensemble de ces tâches. Une pratique méditative régulière suffit à modifier progressivement la façon dont le système nerveux répond aux sollicitations et à accroître notre capacité d'attention. Pour un accompagnement, pour mieux réguler le stress, n'hésitez pas à suivre le lien dans la description. Dans tous les cas, commencez maintenant. Pour les prochaines minutes, choisissez une seule tâche et consacrez-vous uniquement à la réalisation de cette tâche, même si vous en avez d'autres à réaliser. Observez vos sensations, ce que ça change dans votre corps et dans votre esprit lorsque vous êtes parfaitement focalisé sur ce que vous avez à faire.